Bonsoir. Moi j'ai choisi un autre sujet qui parle aussi de génétique, mais d'un autre aspect de la génétique et qui va vous amener voilà, dans d'autres coins du monde. Je vais vous parler, j'ai choisi un exemple de ce qu'on fait au laboratoire en Asie centrale. En fait, parce que ça répond bien à une question que je me pose en tant que biologiste. Je travaille dans la théorie de l'évolution et je travaille sur l'homme, sur l'évolution de l'homme. Et une des questions qui m'a toujours interpellée, c'est dans quelle mesure l'homme a la même évolution que n'importe quel autre animal ou plante, ou alors est-ce que l'homme, du fait qu'il a de la culture et qu'il transmet de la culture, dans quelle mesure ça va changer quelque chose dans l'évolution de l'homme, dans l'évolution génétique de l'homme. Et un des paramètres les plus faciles à mesurer en termes de culture chez l'homme, c'est la langue, parce que comme je vais vous le montrer, c'est des choses qu'on peut mesurer facilement. Pour faire ce travail, on a choisi une zone du monde qui est en Eurasie. Voilà. Alors là, c'est les endroits où on a travaillé. On a travaillé en Asie centrale. L'Asie centrale, formellement, c'est 5 républiques, ex-républiques de l'URSS, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan. Vous avez dû en entendre parler dernièrement dans les nouvelles. Le Kazakhstan. Et donc, nous, on a travaillé essentiellement au Tadjikistan, Kirghizistan et Ouzbékistan, où il y a une assez grande variabilité ethnique et surtout, il y a deux grandes familles de langues, à savoir que les Tadjiks qui parlent tadjik, c'est une langue indo-iranienne, donc ça appartient au grand groupe des langues indo-européennes, alors que les autres ethnies parlent des langues qu'on dit turco-mongoles. Donc, c'est le cas, par exemple, des Karakalpaks, des Kazakhs, des Kirghizes, des Turkmènes ou des Ouzbeks. Donc, sur le terrain, en pratique, on est allé échantillonner. Alors voilà, le terme c'est échantillonner. En pratique, on va voir les gens et on leur demande, on leur explique notre projet. On ne vient pas tout seul, hein, on vient avec des infirmières, des médecins qui connaissent, etc. Et s'ils veulent bien participer au projet, on leur prélève un peu de sang pour en extraire l'ADN. Et alors là, c'est un des résultats que je vais vous expliquer, c'est qu'on a fait ça dans pas mal de populations et après ça, on a analysé des marqueurs génétiques qui ont la particularité d'être polymorphes, c'est-à-dire d'être variables. Et à partir de ça, on peut calculer des distances génétiques entre populations. Et donc, c'est ce que représente ce graphique. Plus de populations sont proches sur ce graphique, plus ça signifie qu'elles sont similaires génétiquement. À l'inverse, des populations qui sont éloignées sur le graphique, ça signifie qu'elles sont assez différentes génétiquement. Et alors, la première chose qui est apparue, c'est que si vous regardez les deux populations qui sont pointées par des flèches, là, vous voyez, elles sont très proches génétiquement, vu que sur le graphique, on les voit côte à côte. Eh bien, si on les place sur la carte, c'est des populations qui sont très éloignées géographiquement. Elles sont éloignées de plusieurs milliers de kilomètres. À l'inverse, si vous regardez les deux populations qui sont identifiées par des flèches en bleu, vous voyez que géographiquement, elles sont très proches les unes des autres, alors que sur le graphique, elles sont éloignées génétiquement. Alors ça, c'est un des premiers résultats importants de notre étude parce que ça contredit ce qu'on trouve d'habitude dans toutes les populations humaines. Dans toutes les populations humaines, d'habitude, les populations se ressemblent génétiquement, d'autant plus qu'elles se ressemblent géographiquement. La logique derrière est assez simple. Des populations se ressemblent génétiquement parce qu'elles échangent des migrants. On échange des migrants chez l'homme souvent par le mariage. Et en général, quand on ne se marie pas dans sa population et qu'on va se marier à l'extérieur, on va plutôt choisir quelqu'un du village d'à côté que quelqu'un de l'autre bout de la planète. Donc, de proche en proche, dans toutes les populations humaines, en général, on retrouve cette proximité qu'on dit génétique et géographique. Plus de populations sont proches géographiquement, plus elles sont proches génétiquement. Ce n'est pas le cas en Asie centrale. À l'inverse, ce qu'on voit qui structure très fortement notre diversité génétique dans cette zone du monde, c'est deux grosses patates, la patate bleue et la patate rouge, qui correspondent aux familles linguistiques.
C'est-à-dire que les populations qui sont dans le grand rond rouge parlent tous des langues turco-mongoles et se ressemblent toutes génétiquement. À l'inverse, les populations dans le rond bleu se ressemblent entre elles et parlent des langues indo-iraniennes. Et vous voyez qu'on a une différence génétique entre les deux groupes qui est structurée essentiellement par la langue. Alors pour affiner un peu cette étude, on est allé aussi chercher des données linguistiques. Donc qu'on a soit enregistrées, soit transcrites. Et les données linguistiques, on a utilisé ce qui est utilisé couramment par les linguistes, c'est ce qu'on appelle la liste Swadesh, c'est-à-dire vous avez une liste de 200 mots qui ont été répertoriés dans la plupart des langues parlées sur Terre. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 6000 langues différentes sur Terre, il n'y en a que 200 qui sont écrites. Donc pour beaucoup de langues, on a une trace orale. Et un linguiste qui arrive dans un endroit où il y a une nouvelle langue, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il utilise cette liste Swadesh, qui est une liste de 200 mots qu'on s'attend à retrouver un peu dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés. C'est par exemple des mots qui décrivent les parties du corps, la jambe, le bras, l'œil. On s'attend dans toute société à ce qu'il y ait des mots de vocabulaire qui correspondent à ce champ-là. Et à partir de cette liste de mots que vous pouvez avoir en interviewant quelqu'un d'une langue donnée, vous pouvez voir après à quel groupe de langues appartient la nouvelle langue que vous êtes en train d'étudier. Vous pouvez la classer par rapport aux autres, vous pouvez voir à quelle autre langue elle ressemble, de quelle autre langue elle est différente. Donc en gros, ça fait ça, à peu près comme voilà. Donc en fait, il y a 200 colonnes, chaque colonne correspond à un mot, et chaque ligne correspond à un individu. Et donc vous avez la transcription des mots dans chacune des langues parlées par les individus, donc en alphabet phonétique, c'est l'alphabet des linguistes. Et le résultat intéressant qui est sorti de là, c'est que on retrouvait même à l'intérieur des familles linguistiques une corrélation très forte entre les distances génétiques et les distances linguistiques. Donc si on le met en clair, deux populations se ressemblent d'autant plus génétiquement qu'elles se ressemblent linguistiquement. Et donc en Asie centrale, on peut le dire schématiquement, la langue est plus importante pour le choix des conjoints que la distance géographique. En gros, vous préférez épouser quelqu'un qui vit à 2000 km mais qui parle une langue proche de la vôtre plutôt que d'épouser quelqu'un dans le village d'à côté mais qui parle une langue différente de la vôtre. Et ça, c'est assez rare dans les populations humaines, mais c'est un très bel exemple qui montre en quoi la culture, donc dans ce cas-là la langue, est aussi une force importante pour répartir sur la répartition de la diversité génétique de notre espèce et donc sur son évolution. C'est-à-dire que là, on a un phénomène culturel, la langue, qui structure des données biologiques, les données génétiques de notre espèce. واللي يخربن المثولة يتمت نور كاذبة مراون بسكي غفول غاس حسبت تتسر وثا غاس ماذا سروث الدم ثغر بالسفاثة
Non, ceci n'est pas un coton-tige géant, c'est un ustensile de laboratoire. Avec, je vais frotter l'intérieur de ma joue pour prélever mon ADN. Ensuite, je vais envoyer ce prélèvement au Genographic Project, un projet international qui s'intéresse aux origines génétiques de l'humanité. Le but, savoir par où sont passés mes ancêtres il y a des dizaines de milliers d'années avant d'arriver en Europe. Si vous avez envie d'y participer, tapez Genographic Project sur votre moteur de recherche. Des échantillons d'ADN, Genographic en a déjà analysé 350 000. Il traque 2 indices. L'ADN mitochondrial pour les filles, car il est transmis de mère en fille, et le chromosome Y pour les garçons, qui est transmis de père en fils. En les pistant, les chercheurs ont remonté le fil de notre histoire. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert un scoop. Il y a 60 à 70 000 ans, nos ancêtres, quand ils vivaient en Afrique, ont eu à affronter une terrible sécheresse due à un réchauffement climatique. Or, d'après la génétique, seuls 2000 à 10 000 individus, autant dire un village d'aujourd'hui, y ont survécu. C'est un miracle. Et ces rescapés, ce sont nos ancêtres à tous. Maintenant, vous savez.